Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de mai. Il commence à faire beau et je sais pas vous, mais moi le soleil ça me remonte le moral. Tout va mieux avec le soleil. Je pense que mai, il va déjà passer très vite ce mois-ci, ça c'est sûr et certain. Parce que on a pas mal de jours fériés quand même. Alors bon, il y a des gens qui travaillent, j'en fais partie, mais c'est toujours plus agréable et on peut toujours aller voir s'arranger un petit peu pour quelques week-ends. Mais là n'est pas le sujet. Vous n'êtes pas là pour parler des jours fériés, des longs week-ends, mais pour parler lecture et écriture. Et c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai invité Clara Hérault qui vient de sortir son premier roman, Nos plus belles années, chez Hachette Roman. Et donc on a pu parler du consentement en littérature, en fiction. Donc c'est pour ça que j'aimerais apporter des gros trigger warnings. Pour cet épisode, on va parler du viol, de culture de viol, de violences sexistes et sexuelles, mais de bien d'autres sujets comme la vie étudiante, la pression sociale qui peut y être rattachée, l'anonymat également lorsqu'on écrit, le fait d'écrire dans sa tête et pas toujours sur un ordinateur ou sur un papier, donc notamment dans les transports, le fait d'avoir peur qu'on nous lise juste parce que c'est nous et pas parce que une personne aime un thème ou aime un roman, les scènes qui peuvent venir et les personnages qui peuvent venir à nous, ou est-ce qu'on va aller gratter pour trouver les personnages, comment se déroulent en fait les rencontres avec nos personnages principaux de nos romans, mais également le fait de sauter d'un genre à un autre, donc que ce soit la fantasy, la comédie romantique de Noël, bref, tout un tas de sujets. Je vous laisse tout de suite avec l'interview et on se retrouve après. Bonne écoute. Juste une petite précision avant de se lancer. L'enregistrement a été chaotique de par nos problèmes de réseau, de son et tout ce que vous voulez. Grâce à la magie du montage, je vous épargne cette cacophonie qui était fort intéressante, mais qui a été reprise de nombreuses fois. Donc il se peut qu'à un moment vous entendiez un petit rire et que l'une d'entre nous dise « Ah, ça a coupé », etc. Mais vous n'aurez pas à avoir affaire au son qui se coupe, donc on peut plus s'entendre, au fait qu'on soit décalé pendant 10 minutes, enfin en tout cas ce qui nous semblait être 10 minutes, le fait qu'on puisse pas se voir, etc. Mais voilà, la magie du cinéma, la magie du montage est là, on a survécu et c'était tellement fun et tellement intéressant que j'ai très hâte de vous partager cette interview. Je me tais et je vous laisse avec Clara Hérault. Bonjour Clara, comment ça va ? Bonjour, tout va très bien, merci beaucoup. Et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Moi aussi, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Alors du coup, moi c'est Clara Hérault, j'ai 22 ans et je suis l'autrice de Nos plus belles années, qui est un roman qui est paru le 19 avril, donc là il y a une semaine au moment où on enregistre, et donc qui a été le gagnant de la seconde édition du concours Nos futurs organisé par Hachette Roman. Et du coup, c'est un roman qui va suivre deux amis qui vont entamer leur vie étudiante. Donc ça parle de ces années-là. C'est un roman young adult et les thèmes, enfin un des thèmes centrales, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est donc celui des violences sexistes et sexuelles à l'université. Et en dehors de ça, du coup, j'écris forcément et je lis et je partage mes deux passions, donc pour l'écriture et la lecture, sur mon compte Instagram et ma chaîne YouTube qui en ce moment est un peu en pause parce que j'avais beaucoup de choses pour les cours. Mais voilà, en gros, j'écris et je lis beaucoup. Oui, donc tu es multicasquette, tu as beaucoup de choses à faire, donc je comprends que ça soit compliqué aussi avec les cours de tout concilier. Ouais, ouais. Là, c'était plus avec les cours que
que ça me prenait un peu de temps, puisque du coup, je suis aussi étudiante. Je ne l'ai pas dit, mais ça prend quand même un peu de temps. Un petit peu, accessoirement. Surtout que tu écris un mémoire en ce moment, j'ai vu en story, donc Ouais, ouais, là, je ça fait suis beaucoup là. en première année de master et j'écris un mémoire, bon, lié au monde du livre, mais ouais, Mhm. c'est moins fun que d'écrire un livre. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas du tout la... Enfin, le travail préparatif est totalement différent, quoi. Parce que c'est un mémoire sur la lecture et les réseaux sociaux, non? C'est ça? Ouais, en gros, donc moi je suis en master 1 à Sciences Po Lille et donc je suis dans le master communication et médias et là en gros je travaille sur le rapport des jeunes à la lecture et en gros essayer de comprendre si le contenu littéraire, donc BookTok, Bookstagram et BookTube, peut influencer le rapport des jeunes au livre. Et donc ça m'intéresse beaucoup, Mhm. beaucoup, mais enfin en vrai si j'aime beaucoup travailler sur ça, c'est juste pas la même chose que d'écrire un livre pour le coup. Non, Mm, oui, mm. ça a rien à voir. Et puis c'est pas jugé, entre guillemets, de la même manière aussi. Après, Ouais, les ouais, ouais, et puis corrections, c'est c'est pas... différent avec les profs et tout. Donc, c'est pas pareil. Mais c'est cool que tu arrives lié avec ta passion. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et c'est beaucoup plus contrôlé comme écriture, enfin, forcément, mais par contre, c'est hyper intéressant, je trouve, enfin, comme thème. Et bon, on dérape déjà dès le début, mais ça m'intéresse trop comme sujet. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de BookTok dernièrement, enfin, surtout dans les médias, et on l'a vu d'ailleurs dans les derniers salons du livre. Est-ce que tu arrives à trouver, parce que c'est assez compliqué quand même de trouver, entre guillemets, quelque chose de scientifique, tu vois, ou des statistiques, ou montrer si ça a un réel impact, ou est-ce que c'est juste des suppositions, enfin, au niveau des preuves, ça se passe comment? Bah, du coup, j'ai fait du quanti, donc j'ai diffusé un questionnaire où j'ai eu environ 1000 réponses, ce qui est énorme quand tu fais du quanti, donc c'est super, super cool. Et après, j'ai fait des entretiens. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de littérature scientifique à proprement parler, par exemple, sur BookTok, mais il y a des travaux qui avaient été faits, par exemple, sur l'influence des réseaux sur les pratiques culturelles ou ce genre de choses. Donc, je me fonde un peu sur ça. Mais enfin, ce qui est bien dans cet exercice, c'est qu'il fallait un peu apporter, bon, à notre échelle, hein, parce que c'est pas non plus une thèse, donc on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, mais apporter un peu du nouveau. Et du coup, c'était cool d'écrire sur ça, ouais. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais rebondir sur le côté lecture, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu es lectrice, on l'est souvent quand on est autrice, et je voulais savoir voilà, si c'était une passion qui t'accompagne depuis longtemps, et s'il y avait eu des univers ou des sagas qui t'avaient vraiment bercé, on va dire. Ouais, du coup, moi, je me suis mise à lire. C'est marrant parce que je viens d'une famille où mes parents lisent plutôt beaucoup, surtout ma mère et ma soeur, quand on était jeunes, aimaient beaucoup, beaucoup lire. Là où moi, tu vois, jusqu'à ce que je trouve mon livre dont je te parlerai après, j'aimais bien lire, mais enfin, si je pouvais faire autre chose, j'allais faire autre chose, quoi. Et c'est quand je suis entrée au collège, je me suis fait une amie qui est maintenant ma meilleure amie, qui aimait beaucoup, beaucoup lire et elle m'a parlé de Divergente, donc de Veronica Roth. Et en gros, je l'ai lu donc quand j'étais, il me semble que c'était cinquième, quatrième, enfin au moment où le film allait sortir. Et en fait, ça m'a introduit à la lecture passion, tu vois, où tu vas lire un livre et tu vas avoir envie de rien faire d'autre. Et du coup, je me suis mise à lire donc cette saga-là. Puis après, j'ai lu les Hunger Games. J'ai lu tout plein d'autres livres, donc beaucoup, beaucoup de romans surtout, et young adults. Et moi, c'est une part, bah, d'abord, c'est une part inhérente de qui je suis parce que je trouve que ça m'a énormément apporté de lire. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi puis sur les autres parce que je pense que d'un point de vue empathie et compréhension des autres, lire, c'est formidable pour ça. Et puis même en tant qu'autrice, en fait, je trouve ça hyper, hyper important de lire. Et moi, je pense que je me serais jamais mise à écrire, en fait, si j'avais pas lu, tu vois. Donc voilà.
Ok, c'est marrant ce que tu dis, et je pense que c'est très vrai le fait de trouver son livre où on est le déclic. Et on entend souvent, enfin moi dans mon entourage, j'avais quand même pas mal de personnes qui me disaient j'aime pas la lecture, c'est chiant, enfin un peu traumatisée par les cours aussi, tu sais. Quand t'as 12 ans et qu'on te donne Zola à lire, allez, bon courage. Euh, mais du coup, je pense qu'on devrait laisser aux jeunes la possibilité de trouver leur livre. Et là, toi, ça a été Divergente, donc comme c'était l'époque dystopie, et je trouve ça Ouais. assez intéressant. Voilà. Je pense que c'est le message aussi, on a tous un livre, faut le trouver. Malheureusement, ça prend des années parfois, mais voilà. Ouais, 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 je pense. Et puis, bah, c'est un peu ça dont je parle là dans mon m- m- mémoire. C'est en gros que le livre, il est lié à beaucoup de choses. Tu vois, on a un rapport hyper scolaire au livre, un peu parental, où tu as une injonction de il faut lire, etc. Et en fait, je pense que quand tu rencontres le livre, enfin, ces moyens-là de découvrir le livre, ça peut te faire aimer lire, évidemment. Mais je pense que le livre, il peut aussi t'arriver, par exemple, bah, comme ça, tu vois, comme moi, ça a été une rencontre avec une fille qui était en train de lire dans la cour, et je me suis dit, genre, tu peux lire dans la cour et aimer ça, en gros. Et après, oui, je pense que tu as tellement, en fait, de livres qui parlent de tellement de choses que pour moi, en fait, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un livre qui te parle un jour. Et je pense que quand tu rencontres ce livre, après, en fait, tu te rends compte plutôt, pardon, du pouvoir des mots. Et après, t'as tellement de livres à lire, tellement de vie, tu vois, à mener. Enfin, c'est extraordinaire pour moi. Ouais, c'est une grande porte ouverte sur plein de choses, sur plusieurs genres. Et comme tu dis, ouais, le fait d'avoir plusieurs vies. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure sur l'empathie, où ça nous Ouais. permet aussi de rencontrer certaines situations auxquelles on n'est pas forcément confronté par rapport à voilà, notre situation, notre niveau de vie, etc. Et ça permet aussi de mieux connaître l'autre, quoi. Donc c'est très très important. Mm, mm. Et bah, tu disais aussi que forcément ça t'a propulsé vers l'écriture. Et je voulais Ouais. savoir comment tu avais commencé. Est-ce que ça a été plus ou moins au même moment que la lecture, donc quand tu as commencé avec Divergente, ou est-ce que c'est arrivé plusieurs années pardon, après? Moi, je crois que j'ai toujours aimé me faire un peu des films dans ma tête, tu vois. Je me rappelle que quand je partais au lycée, je prenais le bus et je devais avoir 1 heure de bus, un truc comme ça. Et c'était vraiment le moment de ma journée que j'aimais le plus, parce que je me faisais vraiment un film dans ma tête, et c'était même pas moi, tu vois, c'était sur une autre personne, sur une autre fille. Enfin voilà, j'avais plein de films un peu dans ma tête. Et évidemment, quand tu te rends compte en fait que tu peux écrire, du coup, et un peu ben, mettre sur le papier toutes ces scènes et tous ces personnages que tu as dans la tête, bah, j'ai voulu le faire. Du coup, je me rappelle pas exactement de quand je me suis mise à écrire, mais je me rappelle de la première histoire que j'ai un peu poussée loin, même si il m'a fallu longtemps pour terminer un roman. Genre, je l'ai terminé quand j'étais en deuxième année de supérieur, alors que du coup, j'écrivais depuis que j'étais au collège, donc ça a été un long Ok. parcours. Mais ouais, je me rappelle qu'au collège, j'ai commencé à écrire un livre, et j'en avais parlé à mes amis. Je l'avais même mis sur Wattpad à l'époque. Bon, j'avais écrit peut-être 5 ou 6 chapitres, quoi. Ça a jamais dépassé ça. Mais oui, du coup, je me suis mise à écrire un peu parce que j'aimais lire, à la fois parce que je pense que quand tu aimes lire et quand tu te rends compte d'à quel point, bah, comme je l'ai dit et comme tu l'as dit aussi, ça peut être important. Ça a coupé. Attends, toujours fait des films dans ma tête. Et je pense que quand j'ai compris que, en fait, tu pouvais écrire ces films-là, et qu'en fait, je me suis aussi, je pense, à la même période, aperçue du pouvoir que pouvaient avoir les mots et les livres. Du coup, j'ai voulu écrire. Et donc, du coup, voilà, quand je me suis aperçue bah, du rôle que pouvaient avoir les livres, je me suis mise à écrire. Mais il y a eu un long moment entre donc, ce premier livre que j'ai commencé à écrire, et je suis même pas sûre que ce soit le premier, mais je m'en rappelle, puisque du coup, je l'avais fait lire à mes amis, et je l'avais même mis sur Wattpad à l'époque. Bon, ça, c'était rien de fou, et j'avais écrit pas plus de 5 ou 6 chapitres, hein, mais voilà.
Et donc du coup, ouais, je me suis mise à écrire à cette période-là et donc ouais, il a fallu un long moment, avant de terminer un livre. Mais mais oui, je sais plus exactement quelle était ta question, mais C'était comment tu avais commencé l'écriture, donc c'est parfait, c'est ça. OK. Bah, écoute, on va sauter dans le temps un petit peu parce que, bah, voilà, quelques années plus Ouais. tard, tu es publié chez Hachette Roman et je voulais savoir si tu avais fait le choix d'un nom de plume ou si tu avais choisi d'utiliser ton vrai nom pour la publication et pourquoi ce choix? Alors du coup, je m'appelle bel et bien Clara, mais Héro n'est pas mon nom, c'est le nom de ma mamie. Qui a été, à la fois hyper importante, dans ma vie, en tant que personne, en tant que jeune femme et aussi en tant que lectrice puisqu'elle aime énormément lire et on parle beaucoup, beaucoup de livres. Donc elle a été hyper importante sur ça. Puis même quand j'étais jeune, elle m'a beaucoup, beaucoup, raconté, tu vois, des contes, albums et cetera. Donc c'était super important. Et pourquoi du coup j'ai pris son nom à la fois comme un hommage un petit peu je pense et aussi parce que j'ai été hyper pudique sur l'écriture pendant longtemps et je savais pas tu vois enfin quand j'écrivais et quand j'ai terminé mon premier roman en 2020 et que je me suis dit ok peut-être que j'ai envie d'être publiée j'étais pas encore sûre à cette époque et j'en parlais pas autant que j'en parle maintenant avec mes proches. Et du coup, je m'étais dit, ok, avoir un nom de plume, c'est un peu un moyen de choisir à qui je le dis ou non, tu vois. Et même, je m'étais dit professionnellement, comme je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas. Aujourd'hui, en vrai, je regrette pas du tout, mais bon, du coup, tout le côté anonymat est un peu mort, puisque du coup, tout le monde est au courant. Mais, mais, mais ouais, j'ai pris un nom de plume. C'est un entre-deux, quoi. Ça te permet, voilà, comme tu disais, de rendre hommage, mais en même temps de garder une partie qui est proche de toi, donc c'est pas quelque chose de complètement inventé. Bon. Non, non, Après, ouais, d'un ouais. côté, c'est bien d'en parler à ses proches. C'est un peu... je peux comprendre l'idée de se protéger, de... Voilà, mais... Ouais, 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 en vrai, je pense que là, ça aurait été compliqué de pas le dire. Après, c'était pas tant, tu vois, mes parents et tout, mais c'est plus quand tu rencontres une personne, par exemple, c'est vrai que moi, là, maintenant, je vais pas dire ok, j'écris, je publie, tu vois, c'est encore un truc qui est assez intime et des choses que, par exemple, mes potes comprennent pas forcément. Ils me disent, moi, j'aurais écrit un livre, ce serait le premier truc que je dirais, tu vois, genre, j'ai écrit un livre, alors que moi, je reste un peu, je sais pas si c'est de la timidité, de la pudeur, enfin, j'en sais rien, mais du coup, je comptais pas spécialement en parler à tout le monde et en même temps, bah, quand tu as des proches qui sont fiers de toi, eux en parlent et après en fait ça va vite, quoi. Et puis bon, c'est pas un truc honteux, Mhm. tu vois? C'est même loin d'être honteux donc Non, oui, oui, bien sûr. ouais. Mais c'est une discussion que j'avais eue aussi avec une autre autrice et je pense qu'il y a une certaine pudeur quand on écrit que les gens qui n'écrivent pas forcément ne comprennent pas. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas fier de ce qu'on a fait, rien à voir, mais c'est vrai que bah, malheureusement il y a des personnes qui jugent assez vite, donc tout dépend ce que tu écris ou par rapport au sujet ou le fait que tu écrives tout court. Il y a des personnes qui vont pas forcément ne pas apprécier, mais qui peuvent juger ou être un peu dubitatif. Donc c'est un peu se protéger aussi et voilà, choisir j'ai envie d'en parler à telle personne ou alors effectivement si t'es proche, chante tes louanges, ça c'est encore un peu différent. Non, ouais, ouais. Et puis moi, j'ai un peu ce truc où en fait, j'ai du mal par exemple, à ce qu'on me lise parce que c'est moi qui l'ai écrit, tu vois? Et là, je sais que par exemple, Ouais. j'écris dans des genres, par exemple, que mes parents, vont pas lire. Mon second roman, ça va être, une, comédie romantique un petit peu et tu vois, je sais très bien que mon père, c'est pas sa came, tu vois? Et pourtant, il va le lire parce que c'est moi et moi, ça me fait un peu étrange parce que j'ai un peu ce truc, de protection un peu envers mon texte et mes personnages où je me dis: «J'ai pas envie qu'on les comprenne pas juste parce qu'en fait, on les aurait pas rencontrés si c'était pas moi qui l'avais écrit», tu vois? Et j'ai un peu ce truc où je leur dis: «Mais surtout, moi, ça me vexe pas du tout si tu veux pas lire parce que c'est pas ton truc, parce qu'en fait, ce livre-ci, genre, Mmh. tu peux être super fier de moi parce que je l'ai écrit et en même temps, je comprends qu'ils aient envie de lire, hein, mais d'un côté, je me dis, hem, c'est pas moi, tu vois, mon livre. Donc et j'aime pas trop que enfin, j'aimerais pas trop qu'on le lise en tentant, par exemple,
de psychanalyser le truc. Est-ce que c'est moi? Genre, est-ce que je suis plus tel ou tel personnage? Parce que d'abord, ça me gêne un peu. Et en plus aussi parce que j'aimerais bien qu'on lise mon livre Mhm. comme si c'était un livre voilà, d'une personne que tu connais pas forcément. Et je trouve que moi, j'arrive à faire cette part Ouais. des choses quand je lis, par exemple, mes amis, mais c'est pas forcément hyper simple, tu vois. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton roman Nos plus belles années, Ouais. et donc qui a remporté la deuxième édition du concours Nos futurs chez Hachette Roman. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur les étapes de celui-ci, parce que tu as fini le roman avant de le soumettre à ce concours. Donc du coup, j'ai eu les premières bribes de ce roman en mai 2021. Enfin, quand je te dis bribes, c'est vraiment, tu vois, une ébauche. Je me rappelle avoir eu un flash où j'avais vu donc Ambre et Jade, et je savais que ça allait être un roman sur l'amitié, parce que je trouve que c'est une thématique en fait dont on parle à la fois beaucoup dans les romans young adultes et en même temps on n'en parle pas tellement. Et moi je voulais vraiment parler de ce type d'amitié un peu, tu sais, les amitiés de longue date où tu as évolué de manière assez différente. Et très très vite, j'ai su que ça allait parler de la vie étudiante. Et donc ce roman, il a grandi en moi, en gros, de mai 2021 à décembre 2022. Et j'étais en Erasmus à cette période-là et j'ai écrit le plan et c'était le premier roman que je planifiais. Et en fait, très très vite, j'ai vu que ça allait parler de violences sexistes et sexuelles et du consentement. Et du coup, voilà, donc j'ai fait tout le plan. J'avais bien cette histoire en tête. Je savais exactement qui était Ambre, qui était Jade. Et j'ai commencé à écrire le premier jet fin décembre 2021, donc en fait le 31, donc on peut dire début 2022. Et à cette époque-là, donc je savais que la seconde édition du concours Nos Futurs était en cours. J'avais évidemment entendu parler de La rue qui nous sépare de Célia Samba, donc la première gagnante du concours. Et en fait, je pensais pas que ça allait le faire en termes de deadline, puisque du coup, il fallait rendre son texte au plus tard le 13 mars, je crois. Et en fait, bah, quand tu commences un roman et que tu sais à quel point ça peut être long d'écrire, etc., tu te dis pas que quand tu le démarres début janvier, tu auras un texte qui sera suffisamment abouti d'abord s'il est terminé pour le soumettre en mars. Mais en fait, ça l'a fait. J'ai écrit ce texte avec une forme un peu d'évidence. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais beaucoup écrit en janvier, je me suis dit, OK, ça va le faire. Et du coup, le premier jet, il m'a tenu de janvier à mi-février, fin février 2022. Puis après, début mars, je l'ai fait relire. J'avais deux amis qui m'ont fait de l'alpha lecture pendant l'écriture du premier jet. Puis je l'ai vite fait réécrit et soumis au concours du coup le 13 mars, qui était le dernier jour. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais j'ai failli ne pas participer parce que mon texte ne voulait pas du tout se mettre en ligne. Vraiment, j'avais écrit à Hachette Roman et à Audrey du Souffle des mots, qui était donc une des marraines du concours, pour leur dire coucou, j'aimerais bien mettre mon texte en ligne, mais ça ne marche pas. Et comme je ne sais pas pourquoi, parfois j'ai pas beaucoup de persévérance, j'avais dit à Margot donc, et à Alice qui écrivent aussi, et qui sont sur Instagram, que tant pis, en fait, j'arrivais pas à le mettre. Et elles m'ont dit Clara, non. Et du coup, c'est elles qui ont mis en ligne mon texte, parce que moi, ça ne fonctionnait vraiment pas du tout. Et donc, voilà, c'était la petite anecdote. Comme quoi, Oui, il donc faut, tes amis ont bien fait ouais, d'insister quand même, parce que t'as ouais, ouais, gagné, quoi, c'est pas rien. Donc il faut persévérer. la morale de l'histoire, c'est si vous voulez voilà, participer à un concours, vous allez piquer la wifi chez des potes, et vous allez participer, Exactement. il faut.
Ok. Bon, sur un thème un peu plus sérieux, comme tu dis, tu as eu cette évidence assez directement de parler des sujets tels que les violences sexistes et sexuelles et donc le consentement. Et bon, bah, malheureusement, ça fait partie de nos réalités en tant que femmes. Et je voulais savoir, voilà, comment ça t'est venu en fait de dire, ok, c'est un problème et il faut que, enfin, ça sera un des points centraux du roman. Bah moi du coup, donc je suis entrée en études supérieures, post, MeToo et Balance ton port, donc évidemment, le consentement, la zone grise du consentement et les VSS, c'était des thématiques dont j'ai entendu parler, dès mon entrée en fait dans le supérieur. Puis après, du coup, lors de ma deuxième année à Sciences Po, il y a eu tout le mouvement donc Sciences Po de dénonciation des violences sexistes et sexuelles. Et donc évidemment, c'est en fait une thématique et un problème de société donc dont j'ai entendu parler un peu euh, toute mon entrée dans l'âge adulte. Et donc évidemment, et ce évidemment, il est un peu amer parce que c'était vraiment pas un choix. En fait, je me suis pas dit, ok, je vais écrire un roman sur ça. C'était en fait, ok, je veux parler de la vie étudiante surtout. Et il se passe quoi dans la vie étudiante? Bah, il se passe ça en fait. Et du coup, j'ai voulu parler de ça et j'ai voulu parler de ça avec des nuances en fait, je crois, parce que j'avais lu un roman que j'ai adoré, donc qui est The Love Hypothesis, bon, qui n'a rien à voir, qui est une romance, hein, mais qui parle un peu des violences sexistes et sexuelles, mais je trouvais que c'était encore pas caricatural parce que ce type de violence-là existe et ça arrive qu'il y ait un peu un grand méchant, mais moi j'avais envie plutôt de parler en fait de toutes les nuances qui existent autour du consentement et, euh, et en fait de le faire de manière nuancée et réaliste. Et du coup, c'est pour ça que ça me touche beaucoup quand aujourd'hui je lis des retours qui disent que que ce texte sonne juste, parce que c'est vraiment en fait ce que je voulais. J'avais cette idée en tête et j'avais été marquée par deux, trois romans, moi, où tu sais, tu les lis et tu te dis, ok, c'est exactement ça. Et j'avais envie de faire un livre comme ça, donc c'est pour ça que je suis très contente enfin, d'avoir pu faire ça et de l'avoir fait bien, quoi. Bah, surtout aussi que certaines personnes qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans le monde des études, ou du moins avec notre génération, on se rend compte. Enfin, j'ai l'impression que la parole se libère, comme tu as dit. Voilà, il y a eu plusieurs mouvements, et c'est vrai que j'ai l'impression que parfois les anciennes générations sont un peu trop habituées à ce genre de choses, comme si c'était normal, en mode bah c'est la vie en fait, c'est comme ça, il y a pas le choix. Et alors que notre génération, on essaye un peu plus de dire bah non, c'est pas normal et on va plus accepter. Et c'est important aussi peut-être pour les personnes qui sont, je sais pas, au collège, au lycée, de voir les dangers et un petit peu d'alerter en mode bah voilà, si en grandissant tu es dans ce genre de situation ou si tu es témoin de ce genre de situation, c'est pas normal et il faut agir, quoi. Ouais. Et je pense que ce livre, après, je sais pas si on écrit un livre avec un objectif en tête, mais moi, je me dis qu'il peut peut-être avoir deux influences. À la fois, j'ose espérer qu'il peut faire du bien pour les victimes et même les femmes et nous faire comprendre que bah, c'est pas de notre faute, tu vois, qu'on l'a pas cherché. Et je pense que toute une partie de ce livre, en fait, il parle du déni, en fait, parce qu'il y a plein de mécanismes intériorisés et qu'encore une fois, le viol que j'ai écrit, c'est un viol qui représentera pas tous les viols qui existent, hein, mais il est, il me semble pas que quand j'étais petite et plus jeune, si on m'avait parlé d'un viol, j'aurais eu cette scène-là en tête, tu vois. Mhm. Et donc, voilà, j'ose espérer que ce livre peut faire du bien et j'ose espérer aussi, comme tu l'as dit, que ce livre, il peut aussi permettre, et en fait, je sais même que c'est le cas, puisque là, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer des lecteurs, des lectrices, en fait, qui étaient d'autres générations que la mienne et qui m'ont dit, en fait, ça m'a beaucoup interrogée, tu vois, ce livre, cette scène, et ça m'a fait repenser à des moments que j'ai pu vivre ou à ma perception de ce qu'est en fait le
consentement, en fait, mais ça vient de mécanismes qui sont hyper ancrés, et ça s'appelle la culture du viol, en fait, qui fait que le viol aujourd'hui et les agressions sexuelles et plus largement les violences sexistes et sexuelles, ce sont en fait des violences qui sont systémiques. Donc ça veut dire qu'elles sont inscrites dans notre société. Et en fait, c'est des mécanismes qui sont hyper durs à comprendre, à conscientiser et à déconstruire, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant, bon, c'est une autre culture, on va dire, mais tu parles aussi de cette pression sociale autour des études et du fait que les études, c'est les meilleures années de la vie. Enfin, en tout cas, on nous les présente comme ça, c'est les années inoubliables. Donc, ça sera obligatoirement des bonnes années. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti? Enfin, moi je sais que pendant mes études j'ai ressenti à fond cette pression-là, ou alors peut-être ton entourage. Parce que c'est vrai que voilà, tes deux héroïnes ont pas du tout le même point de vue sur la vie étudiante. Du coup, dans mon roman, il y a Ambre qui est très détachée du schéma type étudiant. Pour elle, ça va pas de soi, en fait, ce qui pour beaucoup va de soi, à savoir que presque quand tu es étudiant, tu es une personne et puis tu es aussi étudiant. Et du coup, ça veut dire que d'un coup, tu devrais te mettre à aimer sortir tout le temps, à rencontrer énormément de personnes, etc. Donc Ambre, elle est un peu contre ça et elle a du mal. Et à côté de ça, il y a Jade qui, a priori, va beaucoup mieux dans ce cadre. Et pourtant, en fait, on se rend compte, puisque du coup, le livre est écrit en double point de vue interne, qu'en fait, pour Jade non plus, c'est pas si évident que ça. Et qu'en fait, se conformer à cette vie étudiante-là, en fait, c'est beaucoup de violence pour elle et que ça va pas de soi non plus, même si, a priori, je pense que si tu n'avais pas été dans la tête de Jade, tu l'aurais pas du tout perçu comme ça. Et donc, oui, je voulais parler de ça, de ces années-là qui peuvent être très belles. Et je dis pas, je dis pas qu'elles sont moches ou quoi que ce soit. Je dis juste que Bien sûr. d'abord, il y a beaucoup d'attentes en fait sur ces années-là, ce qui est un peu débile parce qu'on n'en sait rien en fait de si elles vont être belles. Elles peuvent être super belles, et je le souhaite à tout le monde. Comme elles peuvent être bof, ou elles peuvent être carrément nulles, ou voire terribles si s'il arrive des choses comme ce qu'il se passe dans ce livre. Mais du coup, oui, voilà, je voulais parler en fait de cette vie étudiante-là et essayer de la dépeindre de la manière dont moi je l'ai vécue, et ce sera pas peut-être la manière dont une autre personne l'a vécue ou vivra. Mais ouais, je voulais parler de ces attentes-là qui pèsent en fait sur ces années-là et qui en fait font de la vie étudiante un peu un idéal très formaté qui permet pas, à mon sens, l'épanouissement de toutes et tous, parce qu'en fait, on s'en fait une idée qui est très fermée, à savoir beaucoup boire, beaucoup sortir, en gros. Ouais, bah après aussi c'est pour ça que je pense que c'est important de voir tout type de films et ou séries ou lire des livres différents parce que cette image c'est ce qu'on nous véhicule très tôt. Voilà, tu dis ah, à la télé ils font ça, donc moi aussi je vais aller à des super soirées et compagnie. Pas du tout. C'est pas comme dans les films américains. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas vécu ça, mais voilà. Euh, mais ce qui est très intéressant, voilà, tu parlais de deux points de vue internes, et c'est particulier parce qu'en fait, tu dois vivre dans la tête de deux personnes différentes. C'est encore différent quand t'as un point de vue omniscient, mais là, c'est... Et je voulais savoir si il y avait un point de vue qui était peut-être un peu plus difficile pour toi à cerner. Est-ce qu'ils avaient été très différents à travailler? Alors, assez étonnamment, du coup, moi, je pense que je suis plus une Ambre. Et pourtant, c'est Jade qui a été beaucoup, beaucoup plus simple à écrire, parce que Jade, je l'ai comprise un peu tout de suite, sur le fait que, voilà, en gros, Jade, c'est celle qui prend beaucoup de place et qui fait beaucoup de bruit, mais pour moi, c'est parce qu'elle a peur du silence. Jade, en fait, elle veut pas s'entendre, donc du coup, elle fait beaucoup de bruit, elle sort beaucoup, elle prend beaucoup de place. Et donc ça, je l'ai très bien compris dans sa dualité, là où Ambre, peut-être parce que c'est plus moi, mais encore une fois, c'est pas moi non plus, tu vois, c'est pas une auto-fiction du tout, mais elle a plus ce côté-là, tu vois. Et du coup, j'avais moins de recul sur elle.
Et elle a été un peu plus dure à comprendre, Ambre, parce que pour moi, Ambre, a priori, quand tu la rencontres dans le roman, tu vas te dire, ok, c'est un peu la première élève de la classe, pas trop sûre d'elle, etc. Alors que moi, Ambre, je la vois pas comme ça, et je la vois plus comme une personne qui, en fait, a pas mal confiance en elle à la fin, en fait, tu vois, et qui est assez sûre de ses choix, et qui, par exemple, dans cette vie étudiante-là, va arriver un peu à camper sur ses position. Et moi, c'est un truc que j'ai pas fait quand je suis entrée en études sup. Je me suis un peu formatée, quitte un peu à perdre, moi, ce que j'appelle ma petite voix intérieure, qui est en gros ma connexion avec moi-même. Hein. Et Ambre, elle arrive en fait à être beaucoup plus sûre d'elle, même quand elle doute et même quand c'est pas simple. Et du coup, je sentais que parfois, je perdais un peu cette voix-là et son caractère, et qu'il y avait peut-être trop de moi qui Mhm. venait dans ce livre. Et par exemple, tu vois, là, je te donne une anecdote. Ce que j'ai travaillé lors de ma réécriture durant l'été 2022, c'est le fait que Ambre, elle boit pas, ou elle boit peu. Et dans le premier jet, en fait, elle buvait. Et tu vois, c'était un truc comme quand tu relis et que tu réécris. Et chaque scène où elle se mettait à boire, j'avais comme une espèce de malaise, parce qu'en fait, c'était plus moi que elle pour le coup. Et du coup, quand je l'ai plus écoutée, bah, ça m'a semblé évident que non, tu vois, par exemple. Donc, elle a été Mhm. un peu plus dure à écrire. Après, ça reste paradoxalement à ces thèmes hyper compliqués, un des livres les plus simples que j'ai écrit pour le moment, parce que ouais, c'est écrit avec une évidence que j'explique pas forcément, mais qui était assez marquante, quoi. Oui, et puis comme tu dis, ça a été assez rapide finalement, même si tu avais Oui, cette deadline d'espérer de le terminer pour mars, donc bah voilà, enfin entre janvier et mars, c'est quand même très rapide, donc c'est un peu oui, t'as couché, bon j'allais dire sur papier, mais sur ordinateur plutôt, tes idées assez rapidement quoi. ouais, 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 carrément. Comme tu disais, voilà, c'est la semaine dernière, ton roman est sorti et donc tu as pu faire ta première dédicace, qu'on a d'ailleurs Oui. pu suivre. Donc j'avais regardé la vidéo d'Audrey, le souffle des mots et je voulais savoir, voilà, comment ça s'était passé cette journée et comment tu t'étais sentie pour tes premières signatures? En fait, ce qui est marrant, c'est que enfin, je m'étais pas aperçue que j'étais autant en stress que quand la semaine s'est terminée et que j'ai eu un gros. Mais en fait, j'imaginais que j'allais être beaucoup plus en stress pour la sortie. Et au final, en fait, c'est un texte dont j'étais tellement fière quand on a validé le BAT, que j'avais pas trop d'inquiétude sur le texte, même si, bon, forcément, t'en as un peu. Mais moi, je savais que je l'aimais très, très fort. Donc, c'était pas tant pour le texte. Après, il faut savoir que moi, je suis pas forcément. Enfin, j'ai beaucoup d'anxiété sur des trucs liés aux rapports sociaux. Et donc, du coup, c'est vrai que j'appréhendais pas mal la journée de mercredi, donc la première dédicace, etc. J'appréhendais encore plus la rencontre qui a eu lieu le vendredi, du coup, dans les locaux de Babelio, parce que je savais que j'allais devoir parler, et j'avais peur de dire un peu n'importe quoi. Puis le mercredi, j'avais donc une interview avec une journaliste. C'était pas la première, mais ça reste quand même assez angoissant, quoi. Et en fait, ça a été Mmh. une journée qui a été magnifique. Vraiment, à la fois parce que j'ai été hyper bien accompagnée. Donc, il y a eu Audrey qui est venue avec moi, qui est une personne formidable. Il y avait Mélanie, donc la chargée de com de Hachette Roman. Il y avait une amie, enfin ma meilleure amie Zoé qui était là. Il y avait Margot, il y avait plein, plein d'amis à moi. Et la librairie Combo, du coup, qui est à Roubaix, est une librairie exceptionnelle, où je me suis direct sentie très, très bien. Du coup, ça a été en fait une très belle journée. Et puis, j'ai pu rencontrer de très belles personnes. Et il y avait juste ce qu'il faut, assez de monde. Je sais pas si ma phrase était française. En tout cas, il y avait juste assez de monde pour que ce soit top, parce que j'ai vraiment pu parler avec les gens. Et c'était une super journée, un peu hors du temps. Et j'avais peur d'être un peu déconnectée, ce qui m'arrive parfois pas mal
quand j'ai un truc super dans ma vie, bah, d'un coup, ça devient OK, tu vois? Et en fait, non, j'étais vraiment très, 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 très contente. Ouais. Bon, c'est super. C'est vrai que c'est toujours beaucoup d'émotions, la première signature, et il y a cette peur. Est-ce qu'il va y avoir personne? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde ou trop de monde? Est-ce que j'aurai le temps de faire ci, ça? Donc c'est cool que ça Ouais, ouais. puisse bien se passer. Non, j'avais un peu peur, ouais, qu'il y ait, pas de monde. J'avais pas peur qu'il y ait trop de monde parce que je m'étais dit: «Bon, je suis pas non plus, je suis pas une star». Et j'avais hyper peur, voilà, ma plus grande peur, c'était de pas savoir quoi écrire, comme, dédicace ou de faire des fautes. Et en fait, je pense que j'ai fait des fautes, peut-être un peu, parce que je sais plus écrire à la main, mais par contre, je me suis jamais trouvée bête à me dire, «OK, j'écris quoi?» Bon, c'est déjà ça. Après, bon, les fautes, tu sais, tu peux gribouiller, tu fais un petit cœur, t'arrives à un petit peu mettre, tu vois, on se débrouille. Bah, tu parlais des interviews, donc t'es allé dans les locaux de Babelio, et t'as aussi été interviewé donc par La Voix du Nord, qui est très important à Lille, et Phosphore. Et je voulais savoir voilà, comment c'était ton expérience, parce que bah forcément t'avais eu d'autres interviews, mais là par exemple en podcast c'est relax, tu vois, c'est genre on est tranquille, c'est par la wifi. Quand t'es avec des journalistes, c'est pas les mêmes enjeux, donc voilà, comment ça s'était passé? Du coup, ça s'est super bien déroulé, à chaque fois. Je pense que la position journalistique fait que j'aurais pu dire, des choses un peu bêtes. Les personnes en face ont toujours l'air, très enthousiastes, ce qui est hyper agréable quand tu parles. Et donc non, ça s'est super bien déroulé, mais c'est marrant parce que hier on parlait avec, Laetitia Lajoigny, qui est une autrice, qui est publiée chez, La Martinière, Jeunesse, et Michel, Lafon. Et en fait, on parlait donc elle a mené une table ronde, enfin plutôt elle était, invitée à une table ronde au Festival du Livre Paris. Et on parlait du fait que en fait, quand tu fais la promo de ton livre, tu te retrouves à conscientiser plein de choses, et à avoir un peu une posture de sachant qui est en fait pas forcément hyper naturelle. Et moi, ça me faisait beaucoup ça quand j'écoutais par exemple des auteurs et autrices plus confirmés, tu vois, je trouvais qu'ils parlaient toujours de l'écriture et de leurs romans comme moi, je parlais pas des miens, où j'avais pas ce rapport-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment une position à adopter, en fait, de parler de son livre, et d'arriver à expliquer des mécanismes qui étaient peut-être inconscients quand tu les as écrits. Mais là, en fait, il faut prendre un peu de hauteur sur son texte. Donc, c'est un exercice qui peut ou non plaire. Moi, ça m'a beaucoup plu, en fait. Et ça me plaît beaucoup de parler de mon roman comme ça, peut-être à la fois parce que je pense que c'est plus simple de parler de ce livre, par exemple, parce qu'il est très ancré dans notre temps, etc., que d'aller expliquer pourquoi on a écrit une quête en fantasy, par exemple. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très enrichissant. La rencontre Babelio était de mon point de vue super. Euh, Pierre, donc le modérateur, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais du coup, la personne avec qui j'ai échangé était très pertinente, et on a eu pas mal d'interactions avec le public, donc c'était très agréable, ouais. Alors, je voulais faire une petite interlude. Je fais toujours un petit portrait chinois, plus ou moins au milieu de l'interview. Bon là, j'ai l'impression qu'on a un peu dépassé le milieu, mais on va faire l'interlude quand même. Et voilà, donc je vais te donner des mots, et tu me dis ce que tu saurais. Donc, si tu étais une couleur de stylo. Violet. Ok. Si tu étais un paysage. Un ponton au bord d'un lac. Si tu étais une boisson. Si j'étais une boisson, une citronnade fraîche. Si tu étais un pays. Un pays. La France. Mhm. Si tu étais une heure de la journée. Une heure, je sais pas, mais l'aube. Ok. Si tu étais une mauvaise habitude. Se ronger les ongles. Ok. Si tu étais un snack. Un snack. Qu'est-ce que j'aime bien manger? Un Kit Kat. Si tu étais une décennie ou une époque. Ben, maintenant, hein, parce que je me dis que c'est quand même le mieux pour les femmes, même s'il y a plein de choses qui Je vont comprends. pas, je pense. Ok. Si tu étais une série télé. Normal People. J'aime beaucoup. Si tu étais un péché mignon.
Un péché mignon. Les fondants au chocolat. Je valide. Je valide à fond. Ok, très bien. Donc pour revenir sur le côté écriture, parce que c'est bien de... Tu vas me donner faim entre les Kit Kat et les fondants là. Pour revenir sur l'écriture, bah, cette année, tu as travaillé sur presque 3 romans en même temps, donc Ouais. un qui vient de sortir, un qui va être publié à l'automne. Je voulais savoir comment tu avais géré tous ces délais, bah, notamment éditoriaux, parce que ça fait... En une année, les personnes qui sont en dehors du monde du livre se rendent pas forcément compte, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une seule année. Ouais, donc du coup, cette année, donc j'ai travaillé sur les corrections. Enfin, cette année, tu entends 2022? Oui, enfin 2022 Ouais. et même jusqu'à bah, là 2023 la Ouais, ouais. sortie, ouais. Ouais, du coup, donc j'ai travaillé sur les corrections éditoriales de Nos plus belles années, en gros de septembre 2022 enfin avant, parce qu'en juin, enfin de juillet à septembre, j'ai fait une réécriture, puis après, on a vraiment attaqué le travail édito à partir de septembre. Parallèlement à ça, donc en septembre, j'ai commencé un roman qui est un roman d'été contemporain que je vais reprendre là maintenant. Je l'ai écrit jusqu'en novembre, puis après, ça avait plus trop de sens d'écrire sur ça alors qu'il faisait moche dehors et que je savais que j'allais beaucoup mieux l'écrire en plein été, en fait. Et j'ai eu une idée donc d'une comédie romantique qui se déroule à Noël, qui est donc L'effet boule de neige, le roman qui paraîtra cet automne, enfin en octobre. Et du coup, comment j'ai géré tout ça? Et ben en fait, moi je m'écoute beaucoup dans l'écriture, enfin on en a un petit peu parlé avec mes éditrices qui trouvent ça bien en fait de s'écouter, parce que pour moi je pense que c'est là où t'écris le mieux en fait, c'est quand t'écris ce que t'as envie d'écrire. Après attention, parce que moi pendant longtemps je pense que je me suis un peu trop écoutée, donc quand ça devenait un peu dur, j'arrêtais, alors que non, faut quand même pas s'écouter à ce point-là. Mais quand tu sens vraiment que là c'est pas le bon moment, je pense qu'il faut quand même pas être non plus être trop c'est quoi l'inverse de flexible, rigide sur Mhm. sur l'écriture. Et donc du coup, ouais, j'ai un peu alterné entre ces trois projets-là, et je me suis donc concentrée sur l'effet boule de neige quand j'ai signé le contrat éditorial et qu'on s'est accordé sur le fait qu'il pouvait paraître cet octobre, si en gros j'arrivais à l'écrire dans les délais impartis. Mais je crois que j'aime bien écrire avec une deadline, donc du coup Mhm. c'était plutôt bien. Voilà. Bah, alors, tu disais dans une interview avec Élise du podcast Microécriture que tu écris ce que tu lis, en gros tu fonctionnes par phase, et je me suis reconnue à 100% dans ça, et je voulais savoir voilà dans quelle phase tu es actuellement. Est-ce que tu as une phase particulière? En ce moment, je suis très contemporain niveau idée d'écriture, même si j'ai quand même un projet de fantasy donc, dont j'ai écrit un petit peu plus ou moins le premier tome, même s'il y a beaucoup de choses à reprendre, qui est en fond de moi, tu vois. C'est comme, c'est très très loin, mais c'est tout le temps là depuis Ouais. 1 an et demi maintenant. Mais là, je suis très, très dans un mood contemporain. J'ai beaucoup de... là, du coup, donc, je vais reprendre mon roman d'été sur deux sœurs. J'ai d'autres idées de contemporain. J'ai une autre idée de comédie romantique. Donc, je suis très dans ce mood-là. Mais ouais, je pense que j'écris comme je lis. Donc, ça veut dire que je lis des genres assez variés. Et pour moi, enfin, c'est pas incohérent de, par exemple, écrire un roman contemporain young adulte, puis d'aller écrire une comédie romantique, puis pourquoi pas plus tard écrire une fantasy, tu vois. Voilà. Mhm. Ok. Oui, c'est vrai que tu sautes un petit peu d'un genre à un autre. Enfin, en tout cas, tu as beaucoup d'idées différentes, et donc après, ça te permet de compartimenter. Et est-ce que justement, c'est pas trop difficile, parce que voilà, là, tu avais écrit avec Nos plus belles années quelque chose bah, de contemporain qui parle de sororité, de sujets de société. Tu as en octobre cette comédie romantique de Noël qui sort. Tu as travaillé sur de la fantasy, donc est-ce que c'est pas compliqué un peu de... Parce que c'est des genres
vraiment différent quand même. Donc en tant qu'autrice, de changer de casquette à chaque fois, est-ce que ça va? C'est pas trop flou? Bah, je crois que c'est pas, en tout cas moi ça m'a pas semblé, non en vrai ça me semble pas, compliqué puisque du coup en plus, je trouve Mmh. que même si que même si par exemple tu vas écrire, 2 romans dans le même style, j'ose espérer que j'écrirai jamais 2 fois le même livre, tu vois? Donc je pense Mmh. que chaque livre est très différent, de par ses personnages, de par, je sais pas, où ça se passe, quand et cetera et donc non, ça me semble pas plus compliqué. Peut-être même que c'est plus dur si tu écris tout le temps le même genre, tu vois? D'arriver à faire que chaque livre ait sa propre identité. Alors que là, alors que là, non. Après, tu vois, je pense qu'effectivement, certaines personnes, arrivent, arrivent pas, je sais pas si c'est le bon mot ou en tout cas voudront pas écrire, du contemporain si elles écrivent, dans les genres de l'imaginaire et d'autres personnes écriront toujours Mmh. du contemporain et iront jamais ailleurs. Moi, je pense que ça dépend en fait des personnages et des intrigues et des romans qui naissent en fait dans ta tête, quoi. Et donc, Mmh. non, j'ai pas eu trop de mal. Après, j'avais peur, tu vois, je trouve ça super dur pour le coup d'écrire une comédie romantique parce qu'arriver à écrire un truc en même temps drôle et je voulais pas que ce soit que drôle, je voulais en fait écrire un peu une comédie romantique réaliste, ce qui peut sembler un peu contradictoire, mais je voulais voilà reprendre tous les codes que moi j'aime bien et les approfondir un petit peu sans prétention, hein. Et donc, mais j'étais pas sûre, tu vois, que ça allait fonctionner. Donc, j'ai envoyé mon texte à mes éditrices et qui m'ont dit, OK, c'est trop bien, go, tu vois. Mais j'avais un peu peur aussi, même d'un point de vue figure enfin, figure, non, c'est pas le bon mot, mais d'un point de vue d'identité. Est-ce que ça allait pas être trop Mmh. perturbant si j'avais écrit un texte assez dur, voilà, comme NPBA, et puis après d'écrire un truc comme l'effet boule de neige qui est pour le coup un peu compliqué. Et puis je trouve qu'en plus ma plume n'est pas la même enfin, entre ces deux textes-ci. Mais par exemple, mon premier jet de fantasy, bon, qui est vraiment euh, pas nul, mais à reprendre de A à Z, tu vois, j'écris à la troisième personne, j'écris au Mmh. passé, alors que là, pour mes deux romans, j'écris en point de vue interne au jeu au présent, donc c'est pas pareil. Mais ça me va. Oui, c'est aux antipodes, quoi. Bah, en fait, Mm. je te posais la question parce que c'est super important et intéressant ce que tu soulèves sur le fait de voilà l'identité d'un auteur. Et bon, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'auteurs ou autrices, mais parfois les gens se posent la question est-ce que je devrais pas avoir deux noms de plumes par exemple. Donc si j'écris de l'imaginaire, si j'écris du contemporain, parce que bah il y a des personnes qui lisent de l'imaginaire et qui lisent pas du tout de contemporain et donc ils vont pas vouloir te suivre. Donc essayer de compartimenter les lectorats. Donc il y a des gens d'un point de vue marketing qui préfèrent faire ça et je comprends, et d'autres qui sont en mode ouais mais dans ma tête en fait, enfin je suis la même personne donc j'ai envie de tout écrire sous le même nom. Et c'est compliqué en fait de se décider sur ça. Donc je comprends pourquoi t'as interrogé ta maison d'édition sur voilà cette comment dire, j'allais dire longévité, mais plutôt sur ce suivi, cette ligne entre guillemets Ouais. éditoriale après ton premier roman, quoi. Après, tu vois, c'est vrai que du coup, entre NPBA et là, ma comédie romantique, c'est pas pareil, mais ça reste, tu vois, je pense que ça peut être lu par le même public, là où peut-être si Oui. par exemple j'étais arrivée avec une fantaisie, je sais pas quelle aurait été leur réponse, tu vois. Mais moi, je trouve que, en fait, on devrait prendre, et on le fait pas, et même moi, parfois, je le ferai pas, on devrait prendre chaque roman pour un roman, tu vois. Et ne pas, par exemple, se dire, ok, c'est parce qu'elle a écrit ça qu'elle peut pas écrire ça, ou alors c'est elle a écrit tel roman, donc ce roman-ci, ça va forcément me parler. Je pense il y a voilà, il y a plein de personnages que je vais rencontrer au fil de ma vie et plein de romans que je vais écrire. Et ils auront peut-être pas du tout de points communs entre eux. Et je me dis, en fait, si jamais je le fais et que les romans sont bons, tu vois, je me dis, c'est bête de mettre un frein parce que mes romans d'avant n'allaient pas dans cette ligne-là. Après, je me dis peut-être que d'un point de vue édito marketing, effectivement, c'est pas bon. Ça, j'arrive pas
j'arrive pas trop à me rendre compte, mais je me dis à partir du moment où tu as une idée en tête, pour moi, il faut aller voir, si tu as envie, quoi, tu vois? Ouais, ça c'est mon grand questionnement parce que j'écrivais de l'imaginaire avant et en ce moment je suis en romance et je pense que je vais y rester pendant un bon moment. Mais j'ai quand même des idées, comme tu disais, voilà, d'avoir des idées au fond de toi. J'ai une idée qui m'habite depuis 5 ans en moins. C'est de l'imaginaire aussi, mais je sais que c'est pas encore le bon moment pour l'écrire. Mais tôt ou tard, un jour je vais avoir ce déclic et je vais retourner vers ça. Et donc c'est un peu, est-ce que je vais garder ce même, voilà, ce même nom de plume? Est-ce que je vais changer? Parce que c'est moi. Mais en même temps, je peux comprendre que les personnes qui sont habituées à me lire dans un genre vont peut-être avoir des attentes par rapport à un roman et je vais pas du tout leur offrir la même chose, quoi. Donc c'est compliqué. Ouais, 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 non, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut s'écouter en vrai. Il faut écrire, ce qu'on veut écrire et il faut écrire, bon, c'est un peu niais, mais avec le cœur, tu vois? Et moi, je sais que j'écris que des livres que j'ai envie de lire, en fait. Tu vois? Et souvent, Mhm. ça naît de, Mhm. «Oh purée, j'ai tellement envie, de lire un livre comme ça» et là, boum, je rencontre des personnages et je me dis, «Trop cool, quoi». Mhm. C'est marrant l'image que tu utilises, rencontrer des personnages. Comment c'est quand tu vas débuter un roman, comment ça débute? Est-ce que justement tu as une idée de personnage ou c'est un autre déclic? Bah, ça peut être, bah, du coup, là, comme Jade et Ambre, où je les vois et je me dis: «Tiens, qui elles sont? Pourquoi elles viennent à moi?» Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais pourquoi j'ai cette image-là de 2 amies, qu'est-ce qu'elles font? Et après tu creuses et puis tu te rends compte. Ou ça peut être, par exemple, ouais, tu vas voir une scène et tu sais pas dans quoi elle s'ancre et tu te dis, «OK, c'est quoi?» Ou ça peut être une thématique, une intrigue. Heu, Par exemple, là, ma fantaisie que j'ai en tête, c'est, en gros, comment un peu on devient, un monstre. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en fait, ça fait quoi d'être identifié, comme un monstre quand a priori tu as rien fait pour l'être et que c'est juste à cause de ce que tu es, tu vois? Et du coup, j'avais envie d'approfondir ça. Donc je pense que ça peut naître de plein de choses, mais moi j'ai souvent l'impression quand même que mes romans sont nés, d'un personnage qui arrive et ouais, c'est comme une rencontre, tu vois? Petit à petit, tu le découvres, et tu découvres en fait, quelle route vous allez prendre ensemble, quoi. Mmh. J'aime trop tes métaphores, c'est super intéressant et de voir aussi que le travail, en fait, en amont, est très différent d'une personne à une autre, donc je trouve ça toujours, Ouais, très cool. parce que toi, ça vient pas comme ça? En fait, ça dépend. Ces dernières années, c'est plutôt avec de la musique. Là, en tout cas, au moins les 2 derniers romans que j'ai sortis, c'était en écoutant une musique. Et c'est pas genre je l'écoute pour la première fois, c'est des musiques que je connais, de mes groupes préférés ou genre. Enfin, par exemple pour Secret Love Song, c'est mon groupe préféré, les Vamps. Donc c'était ma chanson préférée déjà de base. Et un jour j'ai eu ce déclic où, je sais pas, c'est comme si t'entendais les paroles pour la première fois Mmh mh. et tu dis, mais en fait, ouais, je vois la scène, parce que dans cette chanson-là, Just My Type, c'est le narrateur slash héros qui rencontre une fille et c'est littéralement, en fait, elle a besoin de feu pour sa cigarette. Eux, c'est une métaphore, mais tu vois, je l'ai pris littéralement et j'ai vu directement cette scène en me disant ah ça pourrait se dérouler comme ça, etc. Et pour mon dernier roman P.S. I Still Hate You, c'était Taylor Swift. Donc j'aime beaucoup son album Reputation et pareil en fait j'ai réécouté sa chanson Gorgeous et c'est comme si je l'écoutais pour la première fois et je voyais ces personnages en fait. C'est comme si je m'imaginais un clip finalement pour cette musique et après ça se détache de ça et je rattache ça à d'autres choses et ça devient Mmh mh, mmh. un roman quoi. Et pour le dernier, mon manuscrit actuel, c'est un petit peu plus comme toi, c'est plutôt ah j'ai envie de parler de ces sujets-là. Et là, ce qui est un peu marrant, c'est que c'est parti d'un tweet. C'est une fille que je connais qui a fait un tweet sur l'acteur Andrew Garfield. Qui Ouais. disait que il avait vraiment la tête du voisin d'à côté, tu vois, sur lequel tu crushes et t'oses pas lui dire. Et tout de suite, j'ai eu le truc en mode ah mais oui, je vois bien ça, tu vois, genre un truc genre des colloques ou ce genre de choses. Et en fait, l'inspiration, elle est partout, mais c'est un Ouais, peu ouais. comme ce que tu disais tout à l'heure dans les transports où tu peux te faire des films. Voilà, le moindre truc, quelqu'un va te dire une phrase, ou tu vas regarder un Ouais, film, ouais. une chanson, et d'un coup, t'as une idée, quoi. Donc, mais Ouais, c'est non, en pas vrai, ouais. directement les personnages, tu vois. C'est Mmh mh, plutôt mmh. le contexte. Et après, je déroule pour... ils viennent pas à moi, c'est moi qui vais plutôt gratter, tu vois, pour dire, hé, toi, tu veux faire partie de mon livre, s'il te plaît.
Non, mais si, ouais, mais je trouve ça hyper juste, ce que tu dis que ça peut venir de partout. C'est vrai que les personnes que tu rencontres, les musiques, c'est vrai que ça joue aussi un rôle hyper important, ouais. Bah voilà, après il faut l'apprivoiser, hein. Des fois c'est des idées pourries, hein. J'ai j'ai des notes de téléphone où il y a des choses, j'ai des idées, des prémices, on va dire, mais pour l'instant ça donne rien. Donc peut-être qu'un jour ça va devenir un roman ou peut-être que voilà quoi. Parce que Mmh, mmh mh. quand t'es dans les comédies romantiques, bah on va revenir après sur l'effet boule de neige. C'est vrai que tu vois, t'as plein de portes ouvertes parce que t'as des personnages secondaires qui peuvent devenir des personnages principaux. Donc t'as envie d'écrire des romans pour tout le monde, tu vois. C'est en mode la sœur de, le frère de, machin et tout. Mais finalement, bah déjà, c'est pas forcément possible, sinon tu t'arrêtes jamais. Et puis c'est surtout que bon, c'est des idées qui pourraient peut-être faire une nouvelle maximum ou un bonus, mais c'est Mmh, mmh difficile mh. aussi parfois de faire un deuil et de te dire, bah soit c'est pas un livre pour maintenant, ou soit ça va jamais devenir un livre, même si l'idée elle est cool. Mmh, mmh mh. Carrément. Et donc, bah, dans l'effet boule de neige, comme tu disais, c'est une comédie romantique qui se passe à Noël. Bah, voilà. Est-ce que tu pourrais nous la pitcher un petit peu? Parce que moi, j'ai déjà entendu le pitch en écoutant tes autres interviews, mais on n'en a pas parlé plus assidûment. OK, je vais essayer de faire ça bien. Donc du coup, on va suivre, Iris, qui est très amoureuse de Charles, donc qui est son meilleur ami depuis qu'ils sont enfants puisque leurs mères, sont meilleures amies. Et en fait, Charles est parti depuis 6 mois aux États-Unis et là, il rentre et en fait, Iris, elle est un peu persuadée que ça y est, c'est, leur moment, tu vois? Surtout qu'avant de partir, ils ont eu une soirée un peu, arrosés où ils se sont embrassés. Donc elle se dit: «OK, il rentre et puis go, quoi». Sauf que, quelle n'est pas sa surprise quand il arrive, à l'aéroport avec une fille, Jude. Donc Jude qui est une ancienne, connaissance à eux et en fait, elle comprend qu'ils sont ensemble et qu'il n'est pas amoureux d'elle, mais plutôt amoureux de cette fille et du coup, pour Iris, c'est un peu, c'est un peu, bah, le monde, qui s'écroule. Elle a trop les boules et même au-delà de ça, elle est super mal. D'autant qu'en plus, comme chaque année, ils doivent partir dans un chalet pour fêter Noël et elle se dit que ça va être abominable. Et Iris, elle a une formidable meilleure amie qui s'appelle Anastasia, qui est un peu une moi, donc qui a lu toutes les romances qui existent au monde et qui est hyper fan de la trope du fake dating. Et elle va dire à Iris, en gros, mais meuf, ce que tu devrais vraiment faire, c'est faire semblant de sortir avec Alex. Alex, qui est le grand frère de Charles et qui est un peu, pas le vilain petit canard, mais le fils qui a pas sa place, qui est un peu contre tout le monde, qui voilà, qui parle pas beaucoup et avec qui Iris a une relation un peu chien-chat. Et Iris lui répond: «Mais meuf, jamais il l'acceptera». Sauf que, il s'avère que, il accepte et du coup, ils se retrouvent, à devoir, prétendre sortir ensemble dans un chalet dans les Pyrénées, c'est très, c'est très tout plein de tropes que j'adore, mais j'ai essayé, de rendre ça un peu crédible, quoi. J'espère que ce sera Mhm. bien fait et de rendre ça drôle. C'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, ri et au-delà du fait que c'est une comédie romantique, ça parle aussi, bah, de qui on est, des attentes qu'on peut avoir sur la personne qu'on doit être et ça parle de famille, en fait, un peu quand même, beaucoup. Mhm. Mhm. Voilà. Bah justement, en parlant des tropes, donc bon, au début, quand tu parles voilà, des meilleurs amis, on s'attend à Friends to Lovers, ça part plutôt en fake dating, donc avec le grand frère. Je voulais savoir quelles sont tes tropes préférées, parce que en comédie romantique, il y en a des dizaines et des dizaines, et peut-être des tropes que tu aimerais explorer, sur lesquelles t'as pas encore travaillé. Moi, j'adore le Friends to l l lovers. Je pense que c'est un de mes tropes, que j'aime le plus parce que, j'adore quand ça évolue, comme ça. J'adore les second chance, romance donc quand, souvent, tu sais, quand c'est écrit en point de vue, enfin, plutôt en passé, présent avec ces 2 temporalités et des personnages qui se retrouvent actuellement et tu sais qu'avant il s'est passé un truc qui fait que leurs chemins se sont séparés. Ça va être un peu ça dans mon roman d'été.
même si du coup c'est pas, enfin il n'y a pas deux alternances de temps, mais on est sur une seconde chance en fait. Donc ça, ce sont mes deux tropes, je pense, que j'aime le plus, et évidemment Enemies to Lovers, qui est une trope que j'aime énormément, mais qui je trouve est très très difficile à écrire, peut-être la plus compliquée, mais j'aime bien. Et j'aime bien les enemies to lovers quand c'est vraiment ennemi. Et j'aime aussi bien quand c'est Ouais. juste un peu on se fait chier et que tu comprends qu'ils s'aiment bien. Enfin, je pense que tu peux voir ce trope de deux manières, et j'aime vraiment les deux. Mais je pense que écrire un vrai ennemi, c'est compliqué, quoi. Bah, c'est compliqué dans le sens où j'aime pas quand il y a pas de vraie raison pour être mise. Juste, Ouais. je l'aime pas. Ok, mais encore, enfin, genre, tu viens de le rencontrer ou alors tu le connais depuis un moment, mais il t'a rien fait, il ou elle, hein, d'ailleurs, parce que ça dépend des Ouais. points de vue. Et tu l'aimes pas. Enfin, ok, t'as le droit, mais ça fait pas ça un ennemi. Donc, Ouais, je ouais, suis d'accord. Et j'aime bien aussi, voilà, quand c'est un peu one-sided, où c'est genre une personne, ouais. un des deux qui pense qu'ils sont ennemis pour une raison, alors que l'autre il est in love mais il le cache par du sarcasme Ouais. ou ce genre de choses. Mm, 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 mm. Ça fait du grain à moudre pour plus tard, des idées. Et donc tu disais tout à l'heure que le plan de nos plus belles années, tu l'as écrit lors de ton échange Erasmus. Et Ouais. là, enfin, si je me trompe pas, c'est un peu un sujet qu'on retrouve pour ton prochain roman, vu que Charles revient des États-Unis. Donc je sais pas si c'est un échange, mais en tout cas, il revient Ouais. de l'étranger. Qu'est-ce que tu as un peu puisé dans ton expérience pour écrire ça? Alors pas forcément, parce que du coup, Charles, bon, ça c'est un point que je veux retravailler là. Mais en fait, comme en fait quand il arrive, tout est très différent entre Iris et lui, puisque du coup, je l'ai pas dit, mais Alex et Charles s'entendent très peu. Et du coup, quand il Ok. arrive et que Iris lui dit voilà, je sors avec ton frère, et que lui, bon, il est avec Jude. En fait, entre Iris et Charles, ça change beaucoup de choses. Et donc Charles, en fait, on le voit, mais on le voit, enfin, ils s'ouvrent pas vraiment, puisqu'ils sont assez en fait hostiles avec Iris dans le roman. Donc Mhm. je me suis pas vraiment inspirée de cette expérience-là. En plus, lui, il part donc dans le cadre d'un stage. Après, je pense que c'est un point qui serait hyper intéressant d'écrire sur l'Erasmus, et je sais pas si ça a déjà été fait. Mais je pense que c'est super, enfin, que ce serait super chouette d'écrire sur ça, parce que c'est une année où, pareil, il y a beaucoup de choses à dire, il se passe beaucoup de choses. Mhm. Oui, bah là tout de suite, la seule chose qui me vient en tête, c'est l'auberge espagnole, mais je pense que oui, il doit y avoir des romans, peut-être pas en comédie romantique d'ailleurs, mais sur les échanges universitaires, parce que c'est vrai que bah, j'ai eu la chance de partir en Espagne, et après j'ai eu d'autres expériences à l'étranger, mais pour le travail, et tu changes beaucoup en fait, enfin surtout dans voilà ta vingtaine ou quoi, où c'est vraiment une époque charnière, où tu te réinventes un petit peu chaque année ou presque, et le fait de passer pas mal de temps loin de tes proches, mais en même temps t'es dans un cadre soit voilà universitaire ou soit pour le travail, t'apprends beaucoup de choses sur les autres et sur toi. Et je pense que pour un personnage, le fait justement de revenir en plus après à la maison, ça peut être intéressant à développer sur voilà le côté sentimental et Ouais, compagnie. ouais, ouais, carrément, ouais. Écoute, bah on est presque à la fin de l'interview et je voulais te poser une question. On va revenir un petit peu sur nos plus belles années. Donc, ça serait bah, si tu avais des conseils pour des auteuristes qui voudraient écrire sur des sujets un petit peu plus difficiles, parce que voilà, c'est des sujets de société, mais voilà, pas forcément. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas tous les jours, pas tout le temps, pardon, un objectif quand on commence un livre. Voilà, quand on veut écrire un roman engagé, est-ce que toi, tu t'as eu dans la réécriture, t'as changé beaucoup de choses, ou est-ce que voilà ton point de vue sur certains éléments a changé? Bah, je pense que quand on écrit sur des thématiques comme NPBA, en fait, il faut être sûr de ne pas faire du mal, en fait, en les écrivant, en les écrivant mal, ou voilà. Et je pense il y a des combats qui seront, enfin, je sais pas si c'est des combats, mais des thèmes qui seront jamais les miens, et sur lesquels je me permettrai jamais d'écrire, tu vois. Je sais pas, je pense là aux thérapies de conversion, par exemple. Je me dis, j'écrirai jamais sur ça, parce que je suis pas victime, et je suis pas victime de viol non plus. Mais ça me semblait, en tant que femme, tu vois, plus approprié d'écrire sur ça, parce que par contre, je suis victime de violences sexistes
et même sexuelles en boîte ou des trucs comme ça. Donc, je l'ai écrit en fait ce livre en tant que femme, et donc et j'ai essayé de l'écrire de manière juste, parce que je pense que c'est un traumatisme que j'avais compris, tu vois. Mais après, voilà, je pense il faut faire attention, parce que les mots ont un grand pouvoir en vrai. Ouais. Ils peuvent faire beaucoup de bien comme ils peuvent faire beaucoup de mal. Après, je pense que on peut écrire sur des thèmes qui sont pas forcément les nôtres, mais il faut beaucoup se renseigner, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup, enfin, il faut faire ça bien. Si par exemple on veut écrire sur certaines thématiques, il faut faire en sorte de le faire bien, il faut se faire relire par des personnes concernées, et et je pense aussi qu'il faut comprendre pourquoi on a envie d'écrire sur certaines thématiques. Je ne sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises motivation à écrire, mais je pense qu'il faut faire attention, ouais, à ce qu'on écrit, et essayer toujours de pas faire de mal, en fait, je pense. Ouais, ok, très bien. Bah écoute, si tu as un mot de la fin, un petit message à faire passer, ou voilà, une question à laquelle je t'ai pas posée et tu veux rajouter quelque chose, tu as l'antenne, c'est ton moment. Bah non, en dehors du fait de te dire merci beaucoup pour ce moment, outre les problèmes techniques, ce fut hyper, hyper chouette. Et pour les jeunes auteurs et autrices qui nous écoutent, bah, de croire en leur texte, d'écrire un peu avec leur tripes, ou en tout cas d'écrire pour eux avant tout, et d'écrire des romans qu'ils ont vraiment envie de lire et vraiment envie d'écrire. Et je pense que quand on y croit, que quand on y met son cœur et qu'on se donne à fond, ça finit par fonctionner. Ok, très bien, la persévérance. Bah écoute, c'est j'allais dire un grand honneur, oui, une grande joie de t'accueillir. Et on a réussi à dompter les problèmes techniques, donc tout est bien qui finit bien. C'est le plus important, donc merci à toi. Merci beaucoup à toi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère que l'interview vous a plu. J'étais très très contente de recevoir Clara. On a passé un très bon moment, et entre deux crises de nerfs par rapport à notre wifi qui ne marchait pas. J'ai hâte de retrouver la plume de Clara cet automne, en octobre, pour l'effet boule de neige, et de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Vous pouvez retrouver son livre Nos plus belles années chez Hachette Éditions dans toutes les librairies, et également en ligne. Je vous laisse les liens dans la description. Et j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez partager le podcast, vous abonner, laisser une petite note, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou même Audible, Amazon Prime, bref, partout. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître l'émission. Voilà, je vous laisse pour ce mois de mai. Profitez bien des jours fériés, du soleil, je l'espère, et on se retrouve en juin. Mais rien que dire ça, ça me donne le tournis. On se retrouve en juin pour un nouvel épisode et un nouveau sujet. Et si vous avez raté l'information, j'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Tête à Tête, où je parle en solo. Je peux répondre à vos questions, où je vous livre des anecdotes, des secrets d'écriture. L'épisode du mois de mai est déjà sorti. C'est un épisode où je vous parle de ma rencontre avec mon groupe préféré, les Vamps, et comment ils ont inspiré mon roman. Donc j'ai pu leur parler de ça. D'ailleurs, si vous avez suivi l'épisode, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une adresse pour leur envoyer le livre. Donc un jour, je vous ferai une petite mise à jour sur la situation. Mais si vous ne savez pas de quoi je parle actuellement, foncez écouter l'épisode. Ça sera beaucoup plus simple. Et donc, on se retrouve au mois de juin pour une nouvelle interview et un nouveau tête-à-tête, une nouvelle question, un nouveau concept. Bref, salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!